Eh bien bonjour à toutes et à tous, on est là, toujours en compagnie d'Emma Scali, actrice, psychanalyste et une des voix fidèles de Radio J. Bonjour chère Emma Scali. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors Emma Scali, après avoir fait paraître Série sur le divan, paru chez En Volume, ça c'est un bouquin là dans lequel effectivement vous convoquez des séries, des personnages des séries télé sur le divan, sur votre divan pour les analyser. Exactement, en fait je m'interroge un petit peu sur leur profil psychologique, voire psychopathologique pour certains d'entre eux. Je pense notamment à Walter White ou à d'autres personnages. C'est celui qui vous est venu en premier, Walter. Ah oui, mais parce que lui, il est particulièrement pervers, oui. Je dois dire. Il a un truc. Il est très, très, très intéressant. Mais il y en a des tas d'autres. Il y a aussi des personnages en thérapie, enfin aussi de séries françaises, même Kaamelott. Ah, ouais. J'invoque certains personnages, ou j'évoque, ou en tout cas, j'accueille sur mon divan certains personnages de Kaamelott. Alors là, on s'intéresse, c'est pas de la psychanalyse, mais on s'intéresse au parcours de personnalités juives, issues évidemment du monde de la culture. Et pour cet épisode aujourd'hui, vous nous parlez de Rachel. Oui, alors Rachel, qui est Rachel ? Eh bien Rachel, c'est une espèce de comète dans le ciel du théâtre français du 19e siècle. Pourquoi je dis comète ? Eh bien parce que la jeune Rachel s'éteint à l'âge de 37 ans. Alors pourquoi je vous parle de Rachel ? Rachel, parce qu'elle est d'origine juive et surtout elle fut l'une des comédiennes les plus éblouissantes de son temps. S'illustrant par ses interprétations dans le théâtre classique, elle a suscité une ferveur inédite au point d'être le modèle de la future immense star, première star internationale que sera Sarah Bernhardt. Dont on a parlé dans un précédent épisode. Absolument. Alors Rachel, elle révolutionne le théâtre du 19e, l'interprétation de la tragédie. Pourquoi ? Parce qu'elle considérait en effet que la poésie, et là je la cite, était un langage humain dont la musique des vers venait du cœur. C'est pas joli, ça ? C'est magnifique. D'où elle venait alors, cette Rachel ? Elle est née où et comment ? Alors, Rachel naît au hasard des pérégrinations de ses parents, qui sont colporteurs, acteurs, chanteurs ambulants, et elle naît dans une auberge où sa mère s'est arrêtée parce qu'elle était beaucoup trop fatiguée pour pousser plus loin. Elle s'arrête et il s'arrête dans la seule localité de la région qui tolère le séjour des Juifs, à Andinghen. Alors, à l'époque, la famille est misérable et elle erre de ville en ville avant de se fixer à Paris, où elle s'installe dans des conditions très précaires. Le père de Rachel remarque les talents de ses filles. Il les considère rapidement comme une source de revenus et donc il leur fixe une somme, un minimum de recettes qu'elles doivent réaliser à tout prix et lui reverser de fait. Alors, au début, Rachel, c'est une jeune comédienne qui l'exploite, lui, le père, sans vergogne, et il la considère entre guillemets comme une poule aux œufs d'or. Mais à côté de son esprit mercantile, eh bien ce papa est doué d'un sens artistique quand même. Et il se rend compte des talents de sa fille. Il devient son premier professeur de diction. Il l'entraîne un petit peu comme un coach vocal. Et Rachel débute sur des scènes privées au théâtre avant d'enchaîner les engagements au théâtre du Gymnase. Et puis en 1838, elle entre à la Comédie Française. Et là, elle se fait remarquer dans des rôles comme ceux de Camille, puis d'Hermione, donc dans le théâtre de Corneille, Camille, de Racine, retourne etc. à ton couvent. Exactement. Et puis Musset, bien sûr, que vous venez d'évoquer. Et Musset sera très rapidement fasciné par Rachel et il dira d'elle, c'est une créature toute d'instinct, ignorante, une vraie princesse bohémienne, une pincée de cendre où il y a une étincelle sacrée. Je ne sais pas si être ignorante fait une bonne comédienne, j'en sais rien. D'après Musset, oui. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que c'était une actrice intuitive. Ouais. En fait, il n'y avait pas d'intellectualisation. Ça, c'est bon pour jouer la comédie, c'est parfait. Ouais. Exactement. Un petit mot alors sur ses origines juives. Quel était son lien, sa relation à ses origines ? Alors, en fait, ses parents sont eux-mêmes juifs et elle reçoit assez rapidement, dès qu'elle commence à être un peu connue, le soutien de la communauté juive de Paris, qui est culturellement et politiquement très active à l'époque sous Louis-Philippe. Alors bien sûr, il y a de l'antisémitisme, il se fait déjà sentir à l'époque, bien que ce sera plus fort plus tard, mais il n'entrave aucunement cet antisémitisme la carrière foudroyante de Rachel, puisque dès son plus jeune âge, le tout Paris fête l'enfant prodige qu'elle est.
Et ce qui frappe dans le destin de cette femme exceptionnelle, c'est la fidélité qu'elle manifeste en toutes circonstances à cette communauté juive. En fait, dès le début de sa carrière, elle renonce au prénom d'Élisa qu'elle a, qui est un autre de ses prénoms, pour prendre celui de Rachel et ainsi manifester, affirmer sa fidélité à ses origines juives. C'est un être moderne, libre, qui considère la religion comme une affaire privée. Un petit peu avant 1905 et la séparation de l'Église et de l'État, et ben Rachel, elle fait le distinguo. Et donc, elle ne s'adonne à ses pratiques religieuses que dans le secret de son intimité. Et elle est très présente dans les synagogues, notamment dans la synagogue consistoriale de la rue Notre-Dame de Nazareth. Elle contribue à son embellissement, elle donne de l'argent pour ça, et elle ne répugne absolument pas à voir son nom mêlé à celui des Rothschild, par exemple. Et elle s'enorgueillit finalement de la présence des rabbins à certaines de ses représentations, où elle échange sur des sujets religieux, comme celui du théâtre de Racine et de la reine Esther. En fait, pour elle, tout ça l'intéresse aussi pour son jeu. Son appartenance religieuse reste donc, vous nous l'avez dit, une affaire privée pour elle, à ses propres yeux. Celle-ci devient un enjeu pour les Juifs comme pour les catholiques de l'époque, c'est cela ? Oui, tout à fait, parce que les membres de la communauté juive voient en Rachel l'image de la destinée de la race, entre guillemets. Là, je cite ce que eux disaient à l'époque. Et en fait, elle incarne à la fois la figure emblématique du juif errant. Il faut voir qu'elle va être la première à donner des tournées un petit peu dans le monde, mais aussi parce que c'est une femme qui, d'une certaine façon, va valoriser toute cette judéité en affirmant qui elle est. Alors, il y a une petite anecdote assez intéressante qui se passe... On le lui a reproché. Oui, tout à fait, ouais. Exactement. En fait, on est en 1840 et il y a une petite soirée qui est organisée et Chateaubriand fait savoir à Rachel qu'il serait heureux de l'entendre dans le salon de Madame Récamier dans un extrait de Polyeucte. Les organisateurs de la conspiration, puisqu'il y a une espèce de conspiration, en fait, on aimerait qu'elle se convertisse. Prévoit qu'au moment même où elle dira ce fameux vers, je vois, je sais, je crois, je suis désabusé, l'archevêque de Paris, en personne, fera son entrée dans la salle, afin de l'impressionner et de la forcer d'une certaine façon à la conversion. Mais Rachel ne tombe pas dans le piège du tout. En fait, l'archevêque arrive trop tard, il rate le moment de son entrée, et à son arrivée, on invite l'actrice à redire le fameux vers de Corneille, qui va dans le sens de cette conversion. Ce qui lui permet de comprendre, bien sûr, qu'il s'agit en quelque sorte d'une conspiration. Et elle répond, en fait, elle se démonte pas du tout, elle répond « Monseigneur, s'il plaît à votre éminence, je lui réciterai la prière d'Esther de Racine. » En fait, on est en 1857 et minée par la phtisie quelques années plus tard. La tuberculose. Oui, exactement. Rachel va s'éteindre au Cannet, dans le sud de la France. Et à ce moment-là, juste avant de s'éteindre, elle va prier sa sœur d'appeler au secours. Qui ça ? Eh bien, le grand rabbin de Paris. Celui-ci va quitter aussitôt la capitale, mais il n'arrive qu'après son décès. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est âgée de 37 ans. Comme Rimbaud et Van Gogh. Bon, exactement. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon âge pour mourir, mais bon, c'est jeune. Oui, c'est jeune. Oui, pour nous, c'est trop tard, alors. Hein. Nous, on a un peu dépassé la limite. Au-delà de ce ticket, la limite n'est plus valable. Voilà. Mais en tout cas, juste avant de mourir, en fait, elle récite la prière « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ». Et on peut dire d'une certaine façon que Rachel meurt avec cette foi juive chevillée au corps. Et après son enterrement, eh bien, il y aura un cortège de 30 à 40 000 personnes qui vont venir assister aux funérailles autour de cette comédienne et seront présents des personnalités, qu'ils soient comédiens, fonctionnaires ou autres, ou même des ouvriers, juifs ou non juifs de l'époque. Et finalement, elle a rassemblé autour d'elle une communauté, j'ai envie de dire, éclectique, et c'est ce qui fait la grandeur de cette femme. Merci Emma Scali d'être venue nous raconter si joliment le parcours singulier de Rachel, comédienne merveilleuse. Et alors je vous propose peut-être effectivement d'écouter un extrait joué par une immense artiste d'une polonaise de Chopin, la numéro 6, l'héroïque, ça vous ferait plaisir ? Avec grand plaisir, évidemment. Chopin, la même époque. Eh ben ouais, la même époque, par Martha Argerich. Merci Emma. Merci Nicolas.